cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous allons passer ces 2 heures ensemble. Nous sommes sur Sud Radio et nous allons parler du couple, ou plus exactement des histoires d'amour. Alors moi j'aime bien rappeler qu'une histoire d'amour c'est un peu comme une personne, sa vie, mais ça évolue au fil des années. Et comme pour un individu, eh bien ça peut devenir meilleur, mais ça peut aussi devenir pire. Alors c'est vrai, lorsqu'on se rencontre, on tombe amoureux et on a tendance à croire que c'est pour la vie, que tout est merveilleux. Mais malheureusement c'est pas toujours le cas, c'est ce qu'on va voir ensemble. Et je vous propose qu'on examine en compagnie de Anne-Laure Buffet, qui est thérapeute, comment et pourquoi une histoire d'amour ne rime pas toujours avec toujours, justement. Et ben, c'est peut-être parce qu'on a loupé une des 5 étapes de la rencontre. Et donc, je vous propose qu'on évoque ces 5 étapes. Alors d'abord, il y a ce qu'on appelle l'idéalisation. Bah oui, notre amoureux, il est parfait à nos yeux. Arrive ensuite, évidemment, une petite phase de désillusion, parce que celui qu'on a rencontré, évidemment, ne peut pas répondre à toutes nos attentes, à tous nos besoins et toutes nos réparations de nos failles. Et puis ensuite, il y a une 3e phase que certains appellent la lutte de pouvoir. Moi, je préfère l'appeler la phase de la confrontation, parce que oui, on va se mesurer l'un à l'autre. Et puis ensuite arrive ce qu'on peut appeler le renouveau, c'est-à-dire une 2e manière de s'aimer, si je puis dire, de tomber amoureux peut-être. Et puis après, il y a la dernière phase essentielle, c'est ce qu'on appelle l'engagement véritable. Alors je vous propose de venir nous rejoindre, de nous dire comment vous avez passé ces 5 étapes, parce que peut-être, et c'est la première question que je vais poser à Anne-Laure Buffet, peut-être que c'est parce qu'on a loupé une de ces étapes que le couple ne peut pas durer. Vous connaissez notre numéro, c'est le 0826 300 300. On vous attend et je présente tout de suite Anne-Laure Buffet, à qui j'ai le plaisir de dire bonjour. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes thérapeute, vous travaillez beaucoup avec les couples qui sont évidemment en difficulté. Ces 5 phases d'abord, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous pensez qu'en effet c'est parce qu'on a loupé une de ces 5 phases que peut-être le couple est en difficulté? Je suis d'accord avec les 5. Peut-être avec des choses à préciser, mais d'ailleurs c'est le but de votre émission, donc ça tombe bien. Je crois effectivement que si on n'est pas conscient que finalement l'amour, la relation amoureuse, c'est aussi un cycle, c'est un certain nombre de cycles qui vont se succéder avec des étapes à franchir, et que nous, au travers de ces cycles, on va également évoluer, on risque de se retrouver dans une situation où à un moment ou à un autre, on sera déçu, voire en colère, et très en colère contre l'autre, et sans capacité à vraiment se demander ce qui vient de nous, ce qui est de notre fait, en fait, dans la manière dont le couple a évolué, et mal évolué à nos yeux. Parfois ça va aller jusqu'à la fin du couple, jusqu'à la rupture, parce que on n'est pas assez prêt, on n'a pas assez pensé à la manière dont on voulait vivre cette histoire, et c'est une histoire qui est à 2. Et alors ça paraît un peu évident de dire comme ça, c'est une histoire à 2, un couple, mais c'est réellement une histoire à 2, donc à 2 personnes qui vont évoluer ensemble ou en parallèle, qui vont grandir ensemble ou en parallèle, dont les attentes vont peut-être pas toujours coïncider. Si on n'est pas prêt assez rapidement, donc presque au moment de la rencontre, à se confronter à l'autre et à se confronter à soi, on risque de grosses, plus que des illusions selon la 2e étape, de grosses déceptions et des gros chagrins. J'ai déjà l'impression, Anne-Laure Buffet, bon, la première étape, il n'y a pas besoin tellement d'épiloguer là-dessus, c'est évident, on sait tous, enfin tous ceux qui l'ont été en tout cas, à quel point ça nous emporte, ça nous fait tout voir la vie en rose. Mais je trouve que il y a peut-être déjà la 2e étape où beaucoup de personnes vont être déçues, parfois à juste titre, mais bon, malgré tout, de toute façon, l'être humain n'est pas parfait, nous non plus, et n'arrive pas vraiment à, comment dirais-je, à faire la paix avec cette déception qui va ressortir beaucoup plus importante au premier conflit du couple. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, parce que cette déception, cette désillusion, pour reprendre le terme de cette étape, en fait, pourquoi est-ce qu'on est déçu? Pourquoi est-ce qu'on est dans la désillusion? Parce que la première étape, alors les papillons dans l'estomac, on le connaît tous, on a tous espéré le vivre, mais ça signifie quoi? C'est tout l'espoir et tous les
d'une certaine manière, les fantasmes qu'on avait mis, qu'on fait porter à l'autre. Et puis, nécessairement, et il vaut mieux qu'on soit rattrapé par la réalité. C'est pour ça que je le dis souvent, moi, le mot coup de foudre, il me plaît pas, parce qu'en fait, le coup de foudre, c'est vraiment cette étape de l'idéalisation. Et comme c'est un coup, ça va prendre fin à un moment ou à un autre. Cette désillusion, c'est vraiment se retrouver face à ce que l'autre est et non pas face à ce que l'on voudrait que l'autre soit. Donc on est déçu par l'autre, alors que fondamentalement, on devrait avoir cette espèce d'honnêteté vis-à-vis de nous-mêmes, de dire en fait c'est moi qui me suis déçu parce que j'ai tellement attribué de qualité, j'ai tellement attribué de pouvoir, j'ai tellement voulu que l'autre soit tel que je l'espérais réellement, qu'on s'est trompé souvent soi-même. Alors tout ça, on va rester dans un cadre qui est normal. Hein. Vous savez que moi je travaille beaucoup la question de l'emprise. On sait qu'il y a les grands séducteurs, les grands manipulateurs, et on peut le mettre au féminin. Et que ça, il faut pas confondre. On peut être trompé également par l'image que l'autre nous renvoie, mais ça reste pas des épiphénomènes, mais des cas, heureusement, qui font pas la majorité. Dans la majorité des cas, on se trompe soi-même parce qu'on attend de l'autre quelque chose qu'il n'a pas, qu'il ne possède pas et que donc il ne peut pas nous donner. Ou alors on en attend tout simplement trop. Je pense par exemple aux personnes qui sont très dépendantes affectivement, etc. Alors après on arrive à ce que j'ai appelé la confrontation, que je pense que pour beaucoup de gens c'est plus, ça parle plus si on parle de la lutte de pouvoir. Là c'est pareil. Il faut pas que sous prétexte qu'il y en a un qui a une forte personnalité, que l'autre se soumette, parce que sinon à un moment ou un autre il peut se rebeller. Il peut se rebeller, c'est encore une fois un risque aussi de schéma d'emprise ou de manipulation, de violence. Et puis, je crois que l'un des intérêts du couple, entre autres, si on parle d'intérêt ou si on pense intérêt, c'est justement de pouvoir nous permettre de nous élever aussi, de nous faire grandir et d'aller vers quelque chose qui est de l'ordre du dépassement de soi. Et s'il n'y a pas cette confrontation, on reste dans une fausse idéalisation. On peut espérer qu'on est quand même revenu à plus de réalité, mais on reste en tout cas soumis, dépendant ou en attente de quelque chose qui viendrait de l'autre, et qui viendra pas forcément. Et la confrontation, elle est avec l'autre, parce qu'effectivement, il va falloir équilibrer sa place, la place de chacun dans le couple, et essayer de trouver ses marques et que chacun s'en satisfasse et il trouve du plaisir. Mais c'est aussi une confrontation avec soi-même. C'est accepter l'idée que le couple est un système qui va évoluer, dans lequel nous allons individuellement évoluer, et qu'il ne s'agit pas d'être justement dans une lutte en permanence ou dans une confrontation, quelque chose de très conflictuel en permanence, mais dans un regard adulte qu'on va porter sur l'autre, sur soi et sur le système que l'on a créé. Oui, et il faut apprendre à savoir dire non, à se positionner aussi. Sous prétexte qu'on aime l'autre, il faut pas oublier de se positionner, parce que sinon après, ça sera plus compliqué. Ça c'est un des risques majeurs, c'est se dire, trouver des excuses ou aller chercher des excuses à l'autre et parfois à soi-même en se disant, bon, finalement là je dis pas non, là c'est pas grave, là ça n'a pas d'importance, et puis il est fatigué, toutes les excuses qu'on peut trouver, et puis le jour où vraiment la goutte d'eau a fait déborder le vase, on n'arrive plus à dire non, parce que pourquoi dire non cette fois-là si on n'a jamais dit non avant? Et d'une certaine manière, c'est même difficile d'articuler le non. Alors on va penser le non, on va bouillir dans sa cuisine consciencieusement à côté de la casserole, mais on n'arrivera jamais à dire non à l'autre, et c'est de ces choses-là que les explosions dans les couples se font. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux prendre le risque assez vite de dire non à l'autre et de voir aussi comment il réagit et ce qu'on peut en faire, plutôt que de se dire c'est pas grave, j'attends jusqu'au jour où c'est plus supportable. Oui, donc on voit bien l'importance de dépasser bien déjà ces 3 étapes. La 4e, c'est le renouveau, c'est-à-dire qu'on a passé ces 3 étapes et normalement on regarde l'autre avec admiration, avec amour, et on peut passer à la 5e étape, s'engager vraiment et avoir une vision commune du couple. Oui, et alors j'aime bien que vous parliez d'admiration, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de confusion autour de ce terme. On a le droit d'aimer
en conscience, c'est-à-dire en s'étant confronté, en étant beaucoup plus ancré dans la réalité, beaucoup plus conscient de ce que l'on est en train de vivre, tout en admirant l'autre. Ça ne veut pas dire lui accorder un pouvoir particulier, ça ne veut pas dire être soumis et béat et le regarder avec des yeux de merlan-frit. C'est reconnaître à l'autre qui il est et ce qui nous attire en lui ou en elle, et pourquoi il y a cette espèce de choses qui demeurent magiques dans le couple, qui nous dépassent et qui nous rapprochent en même temps. C'est s'il n'y a pas d'admiration pour l'autre, et j'allais dire même en amitié, c'est un peu ça, j'y pense là, parce que l'admiration est à mon sens. Oui, vous avez d'ailleurs écrit un livre sur l'amitié, oui, bien sûr. Mais c'est indispensable d'admirer l'autre, enfin, selon moi. C'est indispensable de trouver quelque chose en l'autre qui va nous donner envie, nous aussi, de nous dépasser pour nous rapprocher de cette personne. Bon, on va voir maintenant ce que nous disent ceux qui nous écoutent. Si vous avez justement, si une de ces phases vous semble avoir été pas tout à fait dépassée, comment on peut rattraper ça ? Venez poser la question à Anne-Laure Buffet. Elle sera ravie de vous aiguiller, de vous conseiller, de vous répondre. 0826 300 300, c'est Pauline qu'on retrouve dans un instant. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci à vous Brigitte, parce qu'on se sent moins seul, voilà. Je le dis tout le temps quand je vous écoute. Arrêtez, vous allez me faire pleurer. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, c'est en compagnie de Anne-Laure Buffet, thérapeute, que nous évoquons les 5 étapes du couple, si je puis dire, mais qui pourraient être peut-être aussi de l'amitié, bien qu'il n'y a pas un coup de foudre quand on rencontre quelqu'un avec qui on va devenir amis, mais quand même une sorte d'attirance immédiate, réciproque, non ? Qu'est-ce que vous diriez, Anne-Laure Buffet ? Moi, j'ai souvent entendu, écrivant le livre sur l'amitié et depuis, qu'il y avait eu un coup de foudre amical. Mais encore une fois, le terme de coup de foudre vous l'aimez pas. La notion de coup de foudre, j'aime pas du tout. Donc, je crois que c'est plus une espèce d'évidence d'un coup qui s'impose, mais que c'est pas parce qu'il y a l'évidence de la possibilité d'un amour ou d'une amitié qu'il faut foncer tête baissée et ne pas de temps en temps prendre un peu de recul, un peu observer la relation, puis qui on est, et puis ce que l'on en fait, et comment on est par rapport à l'autre. Et sinon, on reste dans quelque chose d'assez immature finalement. Rappelons qu'on est toujours co-auteur d'une relation, quelle qu'elle soit. On est co-auteur. Toujours. Toujours. Absolument. Pauline, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Anne-Laure. Bonjour Pauline. Alors, pour l'instant, vous êtes en couple depuis 7 ans. Ça, a priori, ça va bien. Vous vouliez revenir sur le couple parental que vous avez formé juste avant ? Oui, alors c'est parce que j'étais assez, on va presque dire thérapeutique pour moi. Ça a été assez thérapeutique comme relation. Mais en fait, en réfléchissant au sujet, je me disais que au début d'une relation, on est pris dans un mouvement de passion. Et alors moi, je pense être assez lucide en général, mais en réfléchissant, je me suis dit que malgré ma lucidité, au début, j'ai été emportée dans le tourbillon, on va dire, de la passion, de la rencontre. Et en fait, je pense qu'on met de côté les quelques indices, en fait, quelques éléments qui ne plaisent pas forcément. Et cette fusion, elle est très agréable et narcissiquement parlant, c'est très valorisant, etc. Et puis c'est vrai que quand la passion s'en va, j'ai l'impression qu'il y a plus de confrontation à l'autre dans son altérité, en fait, de comment il est et comment nous on est et comment on se rejoint. Ma relation avec le père de mes enfants, elle n'a pas marché parce qu'on n'a pas dépassé la passion. Enfin, une fois la passion partie, on s'est retrouvés à se confronter sans jamais se rencontrer, enfin, sans jamais se rejoindre, je dirais. Oui, c'est intéressant parce que une remise en cause. Oui, et puis ce qui est intéressant, c'est une remise en cause. Là. Non, mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, Pauline, c'est que ça montre bien, comme on l'a expliqué au départ, que si une de ces phases n'est pas dépassée, à un moment ou un autre, même si on reste, je crois que vous êtes resté 10 ans avec lui. Oui, disons que ça a été long. Quand ça allait pas, ça durait longtemps. Oui. Mais oui.
Oui, mais peut-être que justement vous l'aviez trop vu comme vous aviez envie qu'il soit et forcément. Et lui aussi. Et lui aussi, oui. Oui, alors, c'est sûr. Et oui, pardon. Non, allez-y, Pauline. Non, mais c'était le premier homme avec qui j'ai vécu. Et avec qui j'étais confrontée à cette réalité, parce que les autres c'est toujours à distance. Enfin, du coup, ça m'épargnait certaines choses, du quotidien, de la confrontation, des efforts. Et c'est vrai que lui, comme ça lui plaisait pas finalement ce qu'il découvrait de moi, et moi, je lui courais après sans arrêt pour essayer d'attirer son attention, et ça ne marchait pas parce que effectivement, en plus, on n'était pas du tout complémentaires en fait. On était, c'est nos blessures qui se répondaient, quoi. Et alors que la relation actuelle, on a des conflits. Je vois bien la différence entre le début et aujourd'hui, mais on a toujours eu cette bonne complicité, amitié de base que je n'avais pas avec celui d'avant. Vous voyez, ça pourrait être mon ami. Moi, je trouve que ça c'est important, cette complicité. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous avez fait vous avez mené une belle réflexion sur vous-même et la façon dont vous vous êtes retrouvés dans ces deux relations. Mais il y a quelque chose, j'y pense en vous entendant, vous avez parlé du mot passion. Et je crois qu'il ne faudrait pas imaginer, de manière générale, que lorsque nous parlons de ces 5 étapes de la constitution d'un couple ou de l'évolution d'un couple, il y a un mode d'emploi précis à respecter en se disant, bon alors là, attention je suis dans l'idéalisation, il faut vraiment que je réfléchisse, il faut aussi se laisser vivre. Mais c'est quand on pense soit à nos histoires de couple, soit aux histoires de couple qu'on aimerait, aux rencontres qu'on aimerait faire, c'est quand même essayer de conserver aussi une part un peu lucide et se dire, je m'autorise au moment de la passion, au moment de l'idéalisation, un prince charmant, même si le prince charmant n'existe pas, loin de là, et à croire que tout est merveilleux. Mais je sais que je m'y autorise, donc je garde une part responsable dans ma relation pour pouvoir aussi remettre un peu de distance et remettre un peu de réel là où il faut qu'il en soit. Si on essaye tout de suite d'être extrêmement raisonnable dans notre relation, lucide, oui. On l'ampute de quelque chose et c'est extrêmement triste. Et alors c'est vrai que j'aime bien cette idée d'être ami avec son partenaire, mais je crois qu'il faut aussi de temps en temps essayer de retrouver, de raviver la flamme ou de la maintenir éveillée, tout en étant lucide sur le fait que la flamme peut dévorer. Donc c'est en fait arriver à trouver un juste équilibre. Oui. Oui, tout à fait. En fait, nous, ce que je veux dire, c'est le quotidien. En fait, le fait d'être amis entre guillemets avec le compagnon avec qui on vit, parce que finalement une union en vivre ensemble, etc. C'est aussi pas une collaboration, mais oui, bien sûr. Oui. Enfin, c'est une association, si je puis dire, pour que la vie à deux pour que la vie soit plus sympa. Enfin, normalement, le couple, ça devrait simplifier le quotidien, oui. Alors que souvent, ça le complique. Voilà. Et donc, il y a ça à la base. Enfin, il y a cette complicité à la base et cette bonne communication, bien sûr, que je n'avais pas avec celui d'avant. Pour qui, finalement, moi, ma passion, elle s'est jamais arrêtée. Elle s'est pas arrêtée pour lui, en fait. Et d'autant plus qu'il me tenait à distance. Alors, j'étais vraiment très différent. Alors qu'aujourd'hui, il y a un truc qui va pas, on se le dit. Alors, on a un peu de mal à se rejoindre parfois, souvent quand même, parce qu'on campe sur nos positions. Et c'est vrai qu'il y a une histoire aussi, parfois de rapport de force. Je veux pas me faire dominer par l'autre. Je veux pas me laisser faire. Il y a quand même toujours un peu ça, quand même. Donc bon, c'est ça qui est terrible. Ce qu'on dit souvent. Oui, allez-y, Anne-Laure, allez-y. Quand on parle de désaccord dans le couple, je crois qu'il faut cesser d'en avoir peur. C'est normal qu'on ne soit pas d'accord avec l'autre et c'est normal que dans le désaccord, il y a un moment où on n'a pas envie de céder et on a envie que notre opinion soit entendue. C'est quand elle est entendue, c'est quand ce que l'on ressent est entendu que l'on peut commencer à céder du terrain. Oui. Je crois que c'est vraiment...
c'est vraiment important de comprendre, Pauline, que vous avez le droit de pas être d'accord sur certains points et que c'est pas grave. Chacun a le droit de garder son opinion. Et puis souvent, pour aider dans ces cas-là, c'est de donner le pouvoir à chacun sur des domaines différents. Comme ça, on évite la confrontation inutile. Mais encore une fois, on respecte l'opinion de chacun et on est et tout va bien. C'est sûr qu'il faut mettre l'amour propre de côté et faire privilégier l'amour. En tout cas, merci Pauline, on avance avec vous et on va continuer à avancer bien sûr avec ceux qui ont envie de réagir au 0826 300 300. À tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et c'est en compagnie de Anne-Laure Buffet, thérapeute, que nous évoquons l'évolution du couple et ces 5 étapes qu'il faut arriver à dépasser. Et c'est avec Marie-Pierre qu'on va voir comment ça se passe pour elle. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Brigitte, bonjour Anne-Laure. Bonjour Marie-Pierre. Donc vous en êtes à votre 4e mariage. Oui. C'est pas mal, hein? Alors, oui, j'ai pas eu de chance sur les 3 premiers, mes conjoints étant décédés tous les 3. Mais j'ai toujours vous voulez dire que vous avez perdu votre... Oui, j'ai perdu mes 3 premiers maris, oui. C'est quand même assez exceptionnel, ça. Oui, c'est très particulier. Ils sont décédés en plus les 3 du cancer. Et pour moi, ça a été quelque chose de très compliqué. J'imagine surtout la poisse. Bah oui, c'est évidemment ce que tout le monde pense, une sorte de répétition comme ça qui donne peut-être pas envie au 4e de vous épouser. Je plaisante. Hein, il a réfléchi 20 ans. Hein. Ah oui. Mais c'est vrai qu'on en rigole parce qu'on ne dit toujours jamais 203. J'ai dit bon, tu es le 4e, tu risques rien. Ça va. Mais j'avais quand même fait des demandes à l'univers, j'avoue. Oui. Non, mais c'est fou parce il y aurait un écrivain qui mettrait ça dans un roman, on dirait quand même là, il exagère. Et en fait, la réalité l'emporte toujours sur la fiction, hein, Anne-Laure Buffet. Ah oui, tout à fait. Et alors c'est vrai, Marie-Pierre, c'est la première fois que j'entends une histoire comme la vôtre. Et j'entends dans votre voix une fraîcheur qui est très rassurante et très réjouissante compte tenu de ce que vous nous apportez comme histoire. Oui, je suis une éternelle amoureuse de la vie en général. Hein. Quand j'ai perdu mes conjoints, merci. Quand j'ai perdu mes conjoints, effectivement, je pensais porter la poisse et on m'a dit un jour, mais est-ce que tu pouvais voir les choses différemment? Est-ce que tu n'étais pas celle qui accompagne en fait l'ange gardien qui était là pour les accompagner sur leur fin de vie en fait? Alors, je ne sais pas si vous étiez un ange gardien, sinon ça voudrait dire que vous étiez destiné à faire ces 3 rencontres de 3 hommes qui allaient tomber malades pour que vous puissiez les accompagner. Donc je crois que, je ne sais pas, enfin je peux comprendre cette croyance, d'autant plus qu'elle a quelque chose de rassurant. Là, elle est pour moi un peu limitante parce qu'il ne faudrait pas que vous deveniez l'ange gardien de votre 4e conjoint. Non, justement, j'ai inversé là. J'ai demandé à l'univers que ce soit lui qui m'accompagne, le dernier. Qui reste présent jusqu'au bout de ma vie. Non, mais vous voyez, Marie-Pierre, ce que j'ai envie de dire à ceux qui nous écoutent, c'est que vous avez mis du sens dans votre histoire. Après, on en pense ce qu'on veut, ça n'a pas d'importance, mais vous avez mis du sens, c'est-à-dire que vous vous êtes raconté votre histoire et pour vous, ça a du sens. Et on pourrait ajouter dans le sens de ce que vous dites, finalement, c'est que peut-être vous étiez une belle âme sœur et vous avez attiré des gens qui n'étaient pas, qui n'avaient peut-être pas cette santé de fer que vous avez comme toute personne positive et qui donc vous ont choisi pour que vous puissiez les accompagner. Vous voyez, encore une fois, c'est tout à fait, c'est tout à fait imaginaire, hein, ce que je vous dis. Mais je crois que c'est ça qui quelque part fait que vous avez toujours cette voix tellement positive parce que vous avez su y mettre du sens. Vous ne vous êtes pas effondré face à cette sorte de fatalité qui quand même est impressionnante. Hein.
J'ai eu des moments très difficiles et quand même, hein, soyons clairs. Ça, on n'a pas de doute pour l'imaginer. Oui. Brigitte vient de le dire, c'est compréhensible. Voilà, mais voilà, d'être remariée là, c'est tout nouveau, hein. C'est du 1er avril dernier. La date déjà nous a fait beaucoup rire. vous le cherchez quand même, Marie-Pierre. Excusez-moi. Non, mais je trouve ça charmant parce que ça fait presque exorciser quelque chose que de se marier le 1er avril en disant bah tiens, la vie tu nous auras pas quoi. On est heureux et on va vivre et on va en rire. Donc voilà. Et on prend tout à la rigolade chez nous. Même les moments les plus sérieux, les plus difficiles, on en rit. Et je crois que c'est ça vraiment qui nous fait un bien fou. Et on se dit. On le sait, rire est un remède. Hein. On fait monter la pression dans les... Et puis bon, allez, on s'arrête, on a autre chose à faire. On en rigole. Et puis bon, allez, qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger la situation? C'est que ça, en fait. C'est ce que je voudrais dire. Oui, donc vous voulez dire en fait que dans la phase de confrontation, hein, donc dans laquelle vous êtes peut-être par moment, puisque bon, une fois qu'on est marié, on a dépassé la première phase, hein, une fois qu'on se marie en général. Mais donc vous mettez de l'humour, c'est-à-dire bon, bah on s'accroche un peu, mais on en rit parce que et là forcément vous désamorcez toute colère qui pourrait survenir, bien sûr. On se taquine beaucoup, des fois parce qu'on est complètement différents, et on lâche en fait. On n'a plus d'attente pour l'acteur qui a raison. Donc vous n'êtes pas dans le combat, vous n'êtes pas dans la prise de pouvoir, ni l'un ni l'autre. Pour tout, mais à tout point de vue dans la vie. Hein. Pour toutes les situations qui se présentent à nous, on l'aborde, qu'est-ce qu'on va trouver comme solution, qu'est-ce qu'on peut amener à cette situation, pourquoi on vit ça, et qu'est-ce qu'on en tire en fait. Et alors, on va avec vous. Je propose qu'on aborde la dernière phase, c'est donc la phase de l'engagement véritable, qui consiste en général aussi une éthique commune et des projets communs. Donc, est-ce que vous avez ça avec votre nouveau mari? Absolument, oui. Oui. Et notre dernier projet, là, puisque moi j'ai 60 ans bientôt et mon conjoint 2 ans de plus, notre dernier projet, c'était vraiment de dire on a beaucoup ramassé, autant l'un que l'autre dans la vie. Qu'est-ce qu'on fait pour que notre 20 ans ou 30 ans qui nous restent devant nous, à partager et à espérer, qu'est-ce qu'on fait? Quel engagement on prend l'un vis-à-vis de l'autre pour que ce soit les 30 plus belles années de notre vie, en fait. Ouais, c'est chouette, ouais. Voilà. Et alors en plus, encore une fois, c'est... on entend tellement de personnes qui restent dans la désillusion, dans la tristesse, dans le malheur. Et vous portez tellement la vie et l'espoir, ça fait un bien fou de vous entendre. Mais je passe mon temps à donner des clés à tout le monde. Attention, gardez-en quand même quelques-unes pour vous. C'est bien de donner, mais il faut garder aussi mais je reçois, de donner, on reçoit. Ah bah oui, bien sûr. Vraiment, c'est vraiment... Et alors, curieusement, j'ai énormément de personnes qui viennent à moi pour ça. Et alors, quelle clé vous donnez là, tout de suite, à ceux qui nous écoutent? Quelle clé vous avez envie de donner, Marie-Pierre? Ce qui est passé est passé. Aujourd'hui, c'est concret. Demain, on ne sait pas. Le matin, levez-vous et souriez à la journée. Et je vous assure que vous allez passer de merveilleuses journées. Très bien. Merci. Voilà mon conseil. Merci beaucoup de cet échange, Marie-Pierre. Merci à vous. On continue avec Florent qui nous rejoint, qui va répondre à 3 questions intimes. Et puis ensuite, vous pourrez, Florent, en poser une à Anne-Laure Buffet. Bonjour. Bonjour Anne-Laure Buffet, bonjour Brigitte. Bonjour Florent. Alors, première question. Quel est l'endroit où vous préféreriez faire l'amour, là, comme ça, à part le lit, hein, bien sûr? Qu'est-ce que vous Alors moi, c'est l'avion. C'est l'avion, mais privé. Je sais que c'est pas très écolo, mais du coup, privatiser un avion et aller dans ces avions qui vont dans l'atmosphère, là où on n'a plus la gravité.
Vous voyez, ceux qui vont très 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 haut là. Et donc dans une fusée, presque dans une fusée en fait. Vous aimeriez être oui, c'est ça, c'est ça. Ouais, oui, c'est ça exactement. Ne plus sentir la gravité et voilà, explorer de nouveaux horizons. Ouais, mais je pense que c'est un fantasme qui peut être assez répandu, il me semble, ce genre de fantasme. Bon, eh ben écoutez, c'est pas sûr que vous arriviez à le réaliser, hein, désolé, mais c'est pas ça, c'est pas sûr. On pourrait l'appeler le fantasme Thomas Pesquet. Oui, bien sûr. Oui, mais pas avec Thomas Pesquet. Ah, ça, vous faites ce que vous voulez, hein, moi. Deuxième question, est-ce que vous aimez vous promener nu chez vous, dans votre lieu? Non, pas du tout. Ça, c'est quelque chose. Non. Je garde ça. Pour moi, j'ai toujours peur qu'il y ait une fenêtre qui donne un vis-à-vis. Et j'ai pas à l'intérieur de la maison quand je suis qu'avec ma femme, mais je sais pas. J'imagine toujours des voisins qui m'épient ou qui passeraient là par hasard et qui verraient des choses que je veux pas montrer. D'accord. Donc un peu pudique, j'imagine. C'est ça. Un peu pudique. Et dernière question, à quelle heure de la journée ou de la nuit vous préférez faire l'amour? Moi, c'est le soir, plutôt à, je dirais 20... Alors, j'ai suivi de nombreuses émissions où vous conseillez avant de manger. Et c'est vrai que c'est très très bien. Mais du coup, on a moins le temps, on est un petit peu dans la course et du coup, moi, c'est plutôt 21h, 22h quand tout est redevenu un petit peu calme et qu'on n'a plus que ça à penser et qu'on est bien concentré sur la chose, et voilà, qu'on est libre de tout le reste. D'accord. Eh ben, merci d'avoir répondu à ces 3 questions et Anne-Laure vous écoute, allez-y. Alors, imaginons que vous ayez envie, que vous soyez tenté par une aventure sans mots, d'une aventure d'un moment, sans suite, sans lendemain. Avec quelle personnalité souhaiteriez-vous la vivre? Allons, bon. Alors, je m'attendais à tout comme question, mais avec quelle personnalité j'aimerais vivre une aventure sans lendemain? Oui, d'aujourd'hui, d'hier, de quand vous voulez, comme vous voulez. Ah ouais, non, mais le premier auquel je pense, il est sacrément mort. Alors ça va pas du tout, cette affaire. C'est pas grave, mais c'est pas grave. Je crois que Thomas, Thomas, je pensais à Thomas parce que, excusez-moi, Florent vous proposait quelqu'un même de décédé. Alors allez-y, dites-nous. Il peut être mort. Bon, s'il peut être mort avec Mozart. Ah, carrément. Oui, moi c'est carrément avec Mozart. Voilà, c'est carrément Mozart. Mais non, bel artiste, mais certainement pas bon amant. Hein. Ça, j'en sais rien, mais l'idée qu'il pianote sur le corps. Quoi, vous me demandez. Non, mais du coup, je comprenais pas. Mais c'est vrai que oui, la virtuosité de ses mains, d'accord, je vois. Voilà. Donc avec Mozart. Qu'il compose une symphonie sur le corps de Marie, de Anne-Laure Buffet. Merci pour la question. Merci en tout cas Florent, merci beaucoup. Allez, on fait une petite pause, on retrouve nos esprits et on donne la parole à quelqu'un qui va nous raconter justement à quelle phase il en est dans son couple. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Anne-Laure Buffet est avec nous, thérapeute. Nous évoquons le couple et l'évolution d'un couple. Alors, on l'a vu, hein, bien sûr, ça dépend des couples, ça dépend des individus. Et Michel est avec nous maintenant. Michel, votre histoire est également intéressante parce que vos 2 premières relations étaient toxiques, hein. Et vous avez mis longtemps avant de vous décider pour une 3e histoire. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Anne-Laure.
Merci de m'accueillir. Oui, en fait, je me suis mariée 2 fois et quand j'ai divorcé la seconde fois, pour moi, il n'était pas du tout question que je me remarie, que je me mette en couple. Je voulais bien avoir une relation, mais plutôt à distance. Enfin, voilà. Et puis, finalement, je me suis dit pourquoi me mettre des barrières, parce que, comme votre précédente auditrice, je suis une éternelle amoureuse et je crois en l'amour et je crois en l'être humain. Alors des fois, ça, malheureusement, ça pêche parce que on est trop bon. Et puis finalement, j'ai rencontré une personne où il y avait des critères, il y avait pas de critères. J'ai laissé vivre la relation. Et ce qui m'a surprise, c'est que au bout d'1 an, je me disais mais quand est-ce que ça va s'arrêter d'être bien en fait? Parce que j'avais tellement pas l'habitude d'être choyée, aimée, que quelqu'un soit à mes petits soins, et c'était toujours l'inverse. Je me disais où est-ce qu'est le loup? Et puis aujourd'hui, ça fait 14 ans que ça dure. Et vous n'avez toujours pas trouvé le loup? Non, mais on joue au loup. Vous avez trouvé un agneau. Vous avez trouvé un agneau, c'est ça? Non, il n'est pas agneau, mais il sait l'être quand il faut. Et je savais surtout ce que je ne voulais plus et lui non plus. Ce qu'on voulait, peut-être pas particulièrement parce que justement, on n'avait peut-être pas connu certaines choses. Et aujourd'hui, on est même prêt aujourd'hui à faire nos valises et à aller vivre à l'autre bout du monde, puisque ça fait partie de nos projets. Et jamais on n'aurait cru qu'on puisse vivre ça aussi bien en symbiose. Et on est toujours dans la solution, un problème, une solution, forcément. Voilà. Et on n'est pas dans la confrontation, on est plutôt dans l'explication. Et ça, je l'avais jamais vécu avant. Et c'est un bonheur, quoi. C'est un bonheur, ouais. Mais ça n'existait pas. Je pensais que c'était que dans le fantasme, en fait. Ce que vous dites, Michel, ça revient à la question qui est, à mon sens, essentielle. C'est celle de la communication qui va exister entre ces 2 personnes qui constituent un couple. Vous sortez de 2... Enfin, vous sortez depuis longtemps maintenant, mais vous avez connu 2 relations toxiques. Je ne vous cacherai pas que pour aborder souvent le sujet dans mon travail, la question de la répétition, du risque de la répétition d'une nouvelle relation toxique quand on en a connu une, elle est extrêmement fréquente parce que c'est bien d'avoir compris que la relation était toxique, c'est encore mieux de comprendre pourquoi on s'est retrouvé dans une relation toxique et pourquoi on a eu du mal à en sortir. Et tant que ce travail-là est pas fait, c'est vrai qu'il y a une crainte de la répétition et qu'elle est possible. Mais surtout, vous parlez de cette manière dont vous communiquez avec votre pas agneau, puisque j'ai entendu qu'il n'était pas un agneau. Et je crois que c'est quelque chose qui est très très compliqué à installer, la communication, la vraie communication dans un couple. La vraie. Il faut qu'elle soit saine. Aujourd'hui, moi, quand j'entends certains couples de jeunes, de 25-30 ans, qui font presque des tableaux Excel de la manière dont ça doit se passer entre eux, en imaginant que c'est comme ça que se passe la communication et qu'une fois que tout est bien réglé, tout est bien organisé, il n'y aura pas de conflit. Et je trouve ça à la fois désolant, triste, presque décourageant, parce que où est la spontanéité là-dedans? Communiquer, c'est pas organiser. Communiquer, c'est ce que Brigitte évoquait au début de cette émission, c'est savoir dire oui, puis savoir dire non, et puis savoir dire tout simplement. Oui, mais c'est compliqué parce que, par expérience, quand j'émettais quelque chose parce que ça ne me convenait pas, ça se retournait systématiquement contre moi et j'avais l'impression que c'était moi qui étais à l'origine du conflit. Et en fait, je pense aussi qu'avec l'âge, on apprend à tourner sa langue 10 fois dans sa bouche pour dire les choses, pour ne pas blesser l'autre, et puis pour essayer de mieux formuler. Et des fois, alors, ça m'est arrivé
Oui, mais je crois, Michel, que vous étiez tombé sur 2 personnes qui étaient manipulatrices, et puis c'est tout. Et moi, ce que je veux vraiment dire, parce que c'est vrai, je suis d'accord à 100%, la communication est le pilier principal pour qu'un couple fonctionne. Le problème, c'est qu'il y a énormément de gens qui ne sont pas capables de communiquer. Alors, ils sont capables de bavarder, ils sont capables de communiquer sur le temps qu'il fait et sur ce qui se passe dans le monde, mais communiquer vraiment l'un avec l'autre, ça veut dire être capable de formuler clairement ce qu'on ressent et d'écouter et d'entendre clairement ce que l'autre ressent et nous dit. Et ça, quoi qu'on en dise, quand on est avec quelqu'un qui ne sait pas communiquer, on a beau être le meilleur communicant du monde, et je pense que je suis plutôt une bonne communicante, si je me retrouve avec un homme qui ne sait pas communiquer, de toute façon la communication ne fonctionnera pas. Donc je crois qu'il faut être très indulgent avec soi-même. Quand on est très jeune, on ne sait pas tout ça, donc on va se mettre avec le premier qui nous attire, le premier avec lequel on se sent bien, et puis on va se heurter à une impossibilité de communiquer. Voilà. Et moi je crois qu'il faut être très 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 indulgent avec soi-même, et peut-être qu'avec le temps, eh bien on va être plus vigilant et on ne se mettra que avec quelqu'un qui justement sait nous écouter et sait entendre ce qu'on a à lui dire, me semble-t-il en tout cas. Oui, c'est très important, même dans les désirs, de communiquer. Je m'aperçois que quand on a 20 ans, il y a des choses qu'on n'ose pas. Et quand on a avancé dans la vie, on ose beaucoup plus. Et du coup, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile à vivre et aussi à communiquer, de ne pas avoir tous ces a priori. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce que c'est normal que j'ai envie de ça? Oui, bien sûr. Il faut s'assumer. C'est vrai que l'âge libère aussi. Oui. Enfin, en tout cas, vous avez grandi, vous êtes devenu mature, bien sûr. Mais c'est normal. C'est normal à 20 ans qu'on ne le soit pas. Enfin, moi, je crois qu'il faut pas. Enfin, il y a des personnes qui déjà à 20 ans sont très savent, hein, mais enfin, c'était pas mon cas. Hein. Moi non plus. Moi non plus, je pensais à Mozart à 20 ans. Alors, voilà. Alors moi, j'ai fait du solfège pendant des années, mais Mozart me fait pas fantasmer. Attendez, la question, c'était pas mon fantasme. Il m'a pas demandé le fantasme. Il m'a dit une relation sans lendemain. Voilà. Mais non. Alors là où je suis pas d'accord, moi, avec vous, Michel, c'est que je suis pas d'accord sur le fait qu'en vieillissant, on apprend à tourner cette fois sa langue dans sa bouche. C'est que je crois que sans vous en rendre compte, sans en être pleinement consciente, ou bien vous en êtes consciente mais vous ne le dites pas, vous avez mené une réflexion sur vous qui vous a amené à comprendre ce qui vous avez maintenu un certain temps dans 2 relations toxiques, et que c'est pas forcément tourner cette fois sa langue dans sa bouche, c'est surtout se dire ce que je veux, ce que je désire, ce que je suis, ce qui me fragilise, ce qui me renforce et ce que j'en fais. Et c'est ça aussi qui nourrit une possible communication. Après, comme le dit Brigitte, on peut être un excellent émetteur et que le récepteur soit complètement défaillant. Donc on communiquera très bien, mais absolument tout seul. Mais c'est pas tourner cette fois sa langue dans sa bouche, c'est se dire voilà, alors j'ai souffert, j'ai bien compris, j'ai bien morflé, pour parler un peu crûment, et je ne veux plus souffrir, ça c'est humain, mais comment faire pour ne plus souffrir? Et c'est pas simplement communiquer, c'est aussi en fait, vous avez vécu seul cette étape de la désillusion et de la confrontation qui existe, on traverse en principe en couple. Tout à fait. En fait, pourquoi j'ai dit faut tourner sa langue cette fois dans sa bouche, parce que je me suis rendu compte avec les années qui étaient passées, les coups vous les oubliez, mais les mots vous ne pouvez pas les oublier. Et donc je fais toujours très attention à ce que je dis, parce que les mots peuvent être aussi blessants qu'un coup. Je ne sais pas si j'arrive à bien le formuler, mais en tout cas, c'est pour ça que je fais toujours très attention quand j'ai besoin d'exprimer quelque chose avec mon partenaire. Je réfléchis à comment je vais lui le dire ou comment je vais l'amener, parce que je sais que les mots peuvent être beaucoup plus très blessants. En tout cas, avec nous, vous l'exprimez très bien. Mais je pense que Brigitte, comme moi, on sera d'accord pour vous dire que les mots, c'est une arme redoutable. On finira peut-être par l'estomper, pas un mot. Oui. Maintenant, je suis pas sûre qu'on oublie non plus les coups. Hein. Ça reste aussi des choses. On les estompe, on les oublie pas.
Je veux dire, c'est que certains mots restent indélébiles, quoi. Donc, c'est vrai qu'il faut réfléchir dans la communication, de faire attention quand même à ce qu'on dit quand on a les personnes aimées en face de nous. Oui, mais on devrait jamais de toute façon communiquer quand on est énervé. Mais bon, après c'est vrai que on dit bien que les mots dépassent parfois notre pensée, évidemment. Bon, Michel, bravo de ce cheminement qui fait que vous êtes maintenant depuis 14 ans avec quelqu'un, donc ça prouve bien que ça peut durer un couple. Merci beaucoup, Michel. Anne-Laure Buffet, on va faire une petite pause le temps des infos, puis comme je veux pas que vous vous ennuyiez pendant le temps des infos, je vous donne une petite devinette et puis comme ça vous avez le temps de réfléchir et peut-être de me trouver la réponse. Comment on appelle une pute qui ne fait pas de fellation? Ça vous laisse. Oui, écoutez. À tout à l'heure, Brigitte. À tout à l'heure, Anne-Laure Buffet. Et quant à vous, si vous avez envie de nous parler de l'évolution de votre couple, qu'elle soit positive ou pas d'ailleurs, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. On se retrouve tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Mais 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous continuons en compagnie de Anne-Laure Buffet d'évoquer les 5 étapes j'allais dire de la vie d'un couple. Non, parce qu'en fait c'est les 5 étapes qui fait qu'un couple va se constituer. Anne-Laure Buffet, je les rappelle: idéalisation, désillusion, confrontation, renouveau, engagement véritable. Vous voulez peut-être dire quelque chose de plus précis à ceux qui nous écoutent? Sur l'engagement véritable, oui, parce que très souvent on se dit et on se veut engagé dans une relation de couple et on est sincère. Mais je crois que l'engagement véritable, il est justement quand on a dépassé les 4 autres étapes et qu'on est dans dans quelque chose qui est de l'ordre du dépassement de soi, vraiment. C'est-à-dire, ça n'exclut pas la communication, ça n'exclut pas tout ce que nous avons dit précédemment, mais qu'on est prêt à prendre réellement conscience de ce que veut dire vivre à deux. C'est pas vivre uniquement avec l'autre, c'est pas vivre uniquement une passion, c'est vivre à deux, donc avec tout ce que ça signifie, les bons moments et les moments les plus compliqués, et les moments où il va falloir parfois se confronter, les moments où il va falloir parfois s'imposer, les moments où il va falloir aussi parfois renoncer, parce que pour l'équilibre du couple, par rapport à l'autre, par rapport à la période que l'on traverse, on ne peut pas, on n'a pas pleinement notre place à cet instant-là. Et ça ne veut pas dire qu'on est soumis, ça ne veut pas dire qu'on est victime, ça ne veut pas dire qu'on est en grande souffrance et en grand danger. Ça veut simplement dire que peut-être que l'autre, par moment, devient prioritaire dans l'équilibre du couple parce que la maladie, une période de chômage, tout ce qu'on peut avoir comme accident de la vie, et qu'à ce moment-là, il faut savoir se tenir en retrait pour mieux l'aider, pour mieux l'accompagner. Donc c'est des questions d'équilibre et pas voir le couple comme ce truc merveilleux où on palpite complètement pendant des mois et puis tout d'un coup une réalité qui nous tomberait sur le coin de la figure en disant oulala, maintenant on est adulte, on est sérieux et donc c'est ensemble mais un peu chacun pour soi devoir défendre nos positions. C'est aussi être dans l'engagement, c'est savoir dire qui l'on est, mais savoir aussi parfois renoncer à ça pendant un temps pour le bien de l'autre. Voilà, c'est pas mal de. Oui, c'est magnifique, Anne-Laure Buffet. Si en plus vous me donnez la réponse à la devinette, vous serez réellement parfaite. Comment appelle-t-on Non, je déteste l'idée d'être parfaite, donc non, il n'y aura pas de réponse. D'accord. Donc vous ne savez pas comment on appelle une pute qui ne suce pas, hein? Vous ne savez pas. Non. Pourtant c'est simple, on l'appelle pas, tout simplement. Ah, c'est malin. Bon, d'accord. Bonjour Fabienne. Bonjour Brigitte, bonjour Anne-Laure. Bonjour Fabienne. J'ai bien ri. Oui, moi celle-là m'amuse assez, oui, c'est vrai. Je suis sûre que si c'était un homme qui était mon invité aujourd'hui, il aurait peut-être trouvé la réponse. C'est possible. Mais nous sommes entre femmes, donc on a le droit de se moquer un peu. Voilà. Bonjour Fabienne, vous êtes en couple depuis 7 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Et vous êtes dans quelle phase alors?
Je pense qu'on est entre la confrontation et c'est le renouveau. C'est ça, oui. Oui, on est dans cette phase, je pense. Et ça fait 7 ans que vous êtes en couple. Pardon ? Ça fait 7 ans que vous êtes en couple. Oui, ça fait 7 ans. Donc vous avez été longtemps dans l'idéalisation, j'imagine. Alors, ça va pas plaire à Anne-Laure, mais oui, j'ai eu un gros coup de foudre pour mon compagnon. Oui. Et en effet, je suis d'accord avec elle. Un coup de foudre, c'est vraiment un coup qui peut faire très mal. Et c'est vrai que au bout de quelques mois, l'idéalisation est vraiment vite retombée. Il m'a vraiment remis les pieds sur terre. Et en effet, ça a été un retour à la réalité assez violent pour moi, mais toujours avec beaucoup d'amour. Ce qui fait que j'ai accepté beaucoup de choses, mais après je suis comme ça aussi, je le sais. Jusqu'au moment où, il y a quelques années, il y a 2-3 ans, en fait, là, mon corps a dit stop. C'est mon corps qui a dit non, on arrête toutes ces bêtises et écoute-toi. Fabien, écoute-toi, fais respecter ton espace. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, je pense qu'on est passé dans la phase de confrontation et où moi, je me suis beaucoup plus respectée, affirmée et en m'écoutant, tout en étant assez bienveillante et en ne parlant que de mes besoins. Donc j'imagine que pour lui, ça a été compliqué parce qu'il ne me connaissait pas forcément sous cet angle-là. Oui, et puis c'est toujours pareil, hein, quand on est pendant quelques années à accepter et finalement à se plier aux exigences ou en tout cas à ce que l'autre attend de nous, forcément lui tout d'un coup il se dit mais pourquoi ça marchait bien, pourquoi elle veut changer, enfin c'est normal qu'il y ait eu une confrontation d'autant plus violente parce qu'elle ne s'est pas faite dès le départ par petits pas quoi. Exactement. Et aujourd'hui, ça y est, vous avez réussi à vous situer par rapport à lui ou vous êtes encore dans la confrontation ? Alors moi, j'arrive à bien me situer, à bien poser voilà ce que mes besoins et en fait, je l'amène aussi à se poser des questions sur ses besoins à lui. Parce que on s'est rendu compte que lui, il me demandait justement de redevenir comme au début, comme les premières années. Ouais. Et c'est juste pas possible. Donc et également ça l'a confronté à ses propres limites, à ses propres besoins, et il a du mal à les déterminer. Donc, je pense que pour l'instant, on est encore un peu dans la phase de confrontation, même si on commence à le questionnement actuel, c'est comment on voit notre couple de demain, qu'est-ce qu'on est prêt à mettre en place pour que chacun y trouve son équilibre. Moi, je dirais pas que vous êtes dans la phase de confrontation, je dirais que vous êtes dans le renouveau, mais pas à la même vitesse. C'est ça qui est compliqué aussi dans un couple, c'est que on se voudrait à la même vitesse, mais même à la même vitesse, alors dans la passion, à la même vitesse dans l'apaisement, et même à la même vitesse dans la dispute quand il y en a. C'est qu'on soit d'une certaine manière d'accord pour se disputer. Et parfois, l'un des deux dans le couple va être extrêmement agacé par quelque chose et l'autre pas du tout. Et ce qui fait que le premier va râler tout seul dans son coin et comprend pas qu'il n'y ait pas vraiment de réaction en face. Et on peut pas être à la même vitesse parce que sinon ça veut dire on serait trop fusionnel, donc on perdrait complètement notre autonomie, notre identité dans ce couple. C'est dangereux. Là, vous n'êtes pas vous à la même vitesse. Vous avez compris sans doute bien avant votre conjoint qu'il était temps que vous vous affirmiez puisque votre corps vous faisait remarquer que là ça n'allait plus. Vous avez réfléchi, vous vous êtes confronté
entre autres à vous-même aussi, en réfléchissant à ça. Et puis maintenant, vous l'amenez à réfléchir. Donc, vous commencez à sortir vraiment, ou à avoir construit, à avoir élaboré un schéma de pensée, un schéma comportemental qui n'est pas dénué d'amour, mais qui est différent de ce qu'il a connu. Et maintenant, ça va être à lui de se déplacer. C'est pour ça que je dis, il est dans le renouveau, parce qu'il, de ce que j'entends, alors j'ai peut-être mal compris, mais il ne rejette pas complètement ce que vous pouvez lui apporter de différent, mais il est dans la peur de perdre cette part d'idéalisation ou cette part d'image qu'il avait de vous et qu'il voudrait retrouver du début de la rencontre, enfin du début de la relation. Oui, parce que si vous étiez encore dans la confrontation depuis quand même plus de 2 ans, ça semblerait quand même indiquer que votre couple va pas bien et qu'il risque de ne pas réussir justement à dépasser cette étape. Alors que je vous entends, on sent que vous avez envie d'avancer et visiblement lui aussi, vous voyez. Oui. Donc je crois qu'elle a raison. Je n'arrive pas forcément à situer là où on en est, mais effectivement. Vous savez, c'est difficile d'accepter. Ça veut dire, vous l'avez traversé. Ça veut dire renoncer à beaucoup de choses. Et c'est compliqué de renoncer. C'est compliqué de lâcher. On nous apprend pas à lâcher. On nous apprend à nous accrocher, à nous battre, à nous défendre, à beaucoup de choses. On nous apprend pas à lâcher et à accepter de s'être trompé et à accepter de se positionner différemment. C'est compliqué. Donc lui, si je le connais pas du tout, bien évidemment, mais s'il s'est construit sa réalité, l'image de son couple, l'image de qui il est par rapport à vous et de qui vous êtes par rapport à lui, et qu'il est dans un cheminement où il accepte d'entendre ce que vous dites, mais il a peur de perdre quelque chose, tant qu'il est dans cette peur-là, et il n'est pas forcément conscient de cette peur-là d'ailleurs, tant qu'il a peur de perdre quelque chose parce qu'il ne sait pas ce qu'il va trouver, et la nature a horreur du vide, donc il faut bien lui proposer autre chose. Il peut pas être au même rythme que vous, mais s'il était lui dans la confrontation, il vous enverrait paître consciencieusement et constamment. D'accord. Oui, parce que là, c'est plutôt, il va être un peu comme anesthésié, avoir un peu le regard dans le vide, et puis il n'y a rien qui sort. Mais parce qu'il a perdu, si je puis dire, les marques, les repères de votre couple, et il n'a pas encore trouvé les nouveaux. Vous voyez, mais il n'est pas, il est pas agressif, il n'est pas en train de vous mettre tout sur le dos. Il essaye de comprendre et de trouver comment il peut avancer. Donc c'est pas négatif, ça montre qu'il est pas dans une grande capacité d'écoute de l'autre, etc. Mais c'est un homme, hein. Ils ont beaucoup plus de mal souvent avec ces choses-là que les femmes. Oui. Vous pourriez lui demander en quoi cette, je mets des guillemets, nouvelle Fabienne que vous êtes, d'une certaine manière, l'inquiète. Qu'est-ce qui l'inquiète? Parce qu'il, de ce que je comprends, il voudrait retrouver la Fabienne du début. D'accord? Oui. Mais en quoi cette nouvelle Fabienne est tellement différente? Ça, vous pourriez lui demander. Sans que ça soit lui mettre le couteau sous la gorge en disant j'exige une réponse. Moi, je suis bien maintenant dans mon évolution et dans mon parcours, mais qu'est-ce qui te dérange dans cette transformation? D'accord, c'est noté. Eh bien, vous nous tiendrez au courant, Fabienne, si ça fait avancer les choses. Merci en tout cas, mais soyez confiante. Je crois on peut dire que vous avez dépassé la confrontation, mais c'est compliqué de recoller les morceaux, en quelque sorte. Merci, merci Fabienne. Et bien, on va donner la parole. Connaissance. Oui, c'est vous redécouvrir. Ouais. On va faire une pause et puis c'est un homme qui va témoigner maintenant, Anne-Laure Buffet. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Permettez-moi de vous féliciter pour vos émissions. Je me délecte, je vous redécouvre et j'apprécie beaucoup. Sud Radio, parlons vrai. Alors 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Anne-Laure Buffet est avec nous et nous évoquons le couple avec ces différentes phases qui fait qu'on va pouvoir aller longuement ensemble au fil des années ou pas, justement parce qu'on n'arrive pas à les dépasser, ces 5 phases. Il me semble, Anne-Laure Buffet, qu'on a bien vu déjà avec les témoignages qu'on a eus jusqu'à présent à quel point ces phases, oui, il faut vraiment arriver à les dépasser si on veut que l'histoire puisse perdurer. Oui, il faut les dépasser. Enfin, encore une fois, il ne s'agit pas de cocher des petites cases en disant j'ai bien vécu ça, mais d'être vraiment de sentir le parcours qu'on vit dans un couple et ce qu'on est en train d'y ressentir, d'y traverser et la manière dont on va pouvoir agir avec l'autre sur notre histoire. Je voudrais juste revenir une seconde sur l'idéalisation parce que je crois que c'est très important. Encore une fois, c'est vraiment important cette étape-là. Elle me semble, plus j'entends les auditrices essentiellement depuis tout à l'heure, mais je sais qu'on va avoir un auditeur, et plus je me dis c'est indispensable de se laisser ce moment de spontanéité, de joie, ce moment où on éclate complètement, on est heureux complètement, et pas essayer d'y greffer instantanément de la réflexion. Mais il faut se rappeler que l'idéalisation, c'est un peu la mauvaise histoire des contes de fées, ça ne peut durer qu'un moment et qu'il faut quand même aussi être soi-même, rester soi-même, puisque l'autre doit nous aimer nous, tout autant qu'on essaye de s'aimer soi-même, l'autre doit nous aimer nous. Donc si on l'idéalise ou si on s'idéalise, on est à côté de la réalité. Évidemment. Frédéric, merci de réagir. Vous êtes un homme, mais vous avez aussi traversé, j'imagine, ces différentes phases, notamment avec votre épouse qui est... Oui, bonjour Anne-Laure, bonjour Brigitte. Bonjour Frédéric. Pour ma part, je suis dans la deuxième relation à qui je tiens, et la première a été comme ça, où je pense que j'étais dans la phase passion et amour, et après idéalisation. Donc je suis resté à ce stade-là. D'accord, pendant combien d'années ? Presque 30 ans. Oh, ah oui, vous êtes un grand romantique alors, Frédéric. C'est ça. C'est ça. Donc, mais c'est intéressant parce que quand on reste dans cette phase comment dirais-je, oui, on met l'autre sur un piédestal et quelque part on est dans une sorte d'admiration béate. C'est quelque part ça parle de nous et ça nous protège au fond de quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire, Frédéric ? Oui, je comprends. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, je suis d'accord avec ça. Oui, pour moi, elle passait avant moi. Je me suis peut-être un peu oublié et je pensais pas à moi après. Voilà. Vous étiez dans une dépendance amoureuse qui au fond vous empêchait de vous construire vous-même. C'est ça. Je pense, oui. Avec le recul, maintenant, ça va faire plus de 3 ans qu'on est séparés. Donc. Oui. Et qu'est-ce qui a provoqué la séparation en finale ? Elle pourrait vous répondre à ma place parce que moi j'ai pas tout bien compris. C'est arrivé très brutalement en moins de 2 mois. Elle m'a dit voilà, c'est fini. Elle voulait un peu prendre sa liberté. Elle n'était pas sûre au début, vivre chacun de notre côté. Et puis après, disons que je pense qu'avec le recul, c'était une personne qui est pas, on peut pas dire pervers, mais qui avait quand même des soucis. On va pas mettre de la perversion partout, mais vous l'idéalisiez, mais est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été vous aussi idéalisé, ou en tout cas profondément admiré pendant 30 années ? Non, pas pendant 30 années, on va dire les premières années, la dizaine de premières années peut-être. Ce qui fait vous deviez quand même sentir un décalage entre vous deux. Comment dire, on a eu notre propre entreprise, donc ce qui fait que ça n'a certainement pas arrangé les choses. Pendant plus de 15 ans, on a été dans la même entreprise à travailler, donc quand vous vivez en couple, vous êtes H24, voilà. Et après,
comme je vous ai dit, j'ai idéalisé, je me suis voilé la face avec le recul, je le vois sur beaucoup de choses. Sinon, je regrette pas. Attention. Non, surtout pas. Ne regrettez pas. Mais en plus, si vous dites que vous étiez si vous étiez en train de travailler ensemble, tout ça, ça veut dire qu'il y avait une sorte de fusion. Vous ne formiez pas 1 + 1 = 3. C'était 1 + 1 = 1. Et là, ça aveugle beaucoup, hein, ce genre de couple au fond. Donc on est dans quelque chose qui n'est pas génial, mais en même temps on n'est pas du tout dans un enfer. Donc on avance un petit peu dans une sorte de bulle. Ça explique ça aussi peut-être, Frédéric. C'est ça, oui, je pense, oui, vous avez tout à fait raison. Et puis il y a quelque chose avec les histoires comme la vôtre, Frédéric, où on travaille avec son conjoint, c'est que il y a le moment où on va se retrouver en fin de journée parce que chacun a eu sa vie dans la journée. C'est un moment où on peut reprendre une histoire, on peut s'évader d'un quotidien, on peut le partager, mais en tout cas, on est en principe dans l'envie ou le désir ou la joie de se retrouver. Vous, c'était l'intimité amenée au bureau, le bureau amené dans l'intimité. Il y a plus de frontières. Ce qui fait que forcément, c'est quand on est d'une certaine manière dans un rythme d'idéalisation de l'autre, il n'y a pas vraiment de raison que ça s'interrompe. Et c'est sans doute ce qui vous a débordé aussi. Et là, je vous entends plus dans la désillusion. Ouais, vous êtes de toute façon ils sont séparés là maintenant. Frédéric, vous restez avec nous, on va se retrouver et puis vous allez nous parler de cette relation que vous êtes en train de vivre actuellement. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours en compagnie de Anne-Laure Buffet, dont je rappelle le dernier livre sur l'amitié. C'est aux éditions Erol, un joli livre sur l'amitié, quelque chose dont on a tous besoin aussi, même si on a évidemment aussi tous besoin d'amour. Frédéric, donc maintenant, on a vu donc cette relation que vous avez eue avec la mère de vos enfants, et aujourd'hui vous êtes dans une relation depuis 3 ans qui a été un petit peu aussi en dents de scie, si j'en crois les quelques notes que l'on m'a données. Alors, voilà. À vrai dire, je suis pas tombé comme la première fois dans la passion ni rien. J'ai entre les deux relations butiné un peu, comme on va dire. Et il était pour moi pas question que je me remette en couple. Je préférais rester seul. Et j'ai trouvé cette personne qui m'avait semblé avoir un aura, une gentillesse et une sérénité et surtout une honnêteté. Alors, parce qu'on a beaucoup discuté de choses et autres. Et donc, voilà, j'ai décidé de rester avec elle. Et ce qui fait que nous avons construit quelque chose. Alors, j'ai pas été dans trop ces phases on va dire, de passion, quoi, dès le départ. Et autres, par contre, voilà, et moi, avec mon parcours, j'étais, comment dire, j'avais pas de domicile, on va dire, fixe. J'étais logé chez des amis et on a décidé au bout de quelques mois de vivre ensemble, d'essayer. Et donc il s'est avéré que elle a 2 grands enfants et elle vivait dans sa maison avec ses 2 enfants et ça n'a pas passé du tout. Alors j'ai mon caractère aussi, mais les enfants n'ont pas supporté certainement que je sois là. Donc j'ai préféré prendre entre guillemets mon indépendance et depuis on se voit le week-end, un peu la semaine et voilà. Et tout va très très bien. On est dans En fait, c'est de vous retrouver chez elle avec ses enfants qui a été compliqué. Oui, voilà. Même pas entre vous deux, c'était ça a créé que les des enfants conflits, n'acceptent pas. Ça a créé du conflit entre nous. Oui, bien sûr. C'est tout le. Que je n'acceptais pas non plus. Oui, c'est toute la question des familles recomposées que vous soulevez évidemment. Hein. Attention, ils sont grands, par contre. Ils avaient une vingtaine d'années, chacun.
Oui, mais ça n'empêche pas, ça reste les enfants de maman et ils n'ont pas supporté que. Alors après, est-ce qu'ils n'ont pas supporté qu'il y ait un autre homme ou est-ce qu'ils n'ont pas supporté que vous preniez un petit peu de l'autorité alors que c'est peut-être eux qui gèrent tout. Enfin, ça c'est vous qui savez, mais c'est vrai que quel que soit l'âge de toute façon des enfants, quand ils ont depuis longtemps été seuls avec la mère, c'est souvent compliqué. Quand quelqu'un arrive. Donc au début, ils doivent aussi laisser une place, hein, les enfants. Donc vous preniez de la place. Peut-être. Après, voilà, comme je vous ai dit, j'avais mon caractère. Hein. Alors, j'ai pas essayé d'avoir de l'autorité spécialement sur eux, mais bon, je faisais des remarques. Parce que pour moi, après, j'ai mis un bémol entre comme j'ai élevé, la manière de élever mes enfants. Je comprends bien que chacun fait comme il veut. Mais pour moi, si j'ai une 50aine d'années, je suis un peu de la vieille garde, il y a des choses qui, voilà. Donc, non, mais là, toutes mes réflexions. Je pense que vous avez eu raison. C'est-à-dire que vous aviez face à vous des enfants que vous considérez pas très bien élevés. Hein, si j'ai bien compris. On va dire comme ça, oui. Bon, donc c'est pénible. Ça aurait de toute façon provoqué beaucoup de confrontation avec cette femme. Donc vous vous êtes dit on va garder un peu d'indépendance et puis on se voit pour les bons moments et puis voilà. Après c'est sur la durée que le couple peut-être avoir plus de mal à parce que là quand on va arriver à la phase de l'engagement véritable, c'est pas toujours simple lorsqu'il y a, j'ai envie de dire lorsqu'il y a du tiers, parce que finalement ces enfants c'est du tiers entre vous deux. Oui. Je pense que l'engagement véritable se fera le jour où sa première enfant a pris son indépendance. Il reste le deuxième. Je pense que quand le deuxième arrivera à son indépendance, son autonomie, là, il y aura, c'est ce que je lui ai dit à moi, je lui ai dit, là, on pourra vraiment concilier et se remettre ensemble. Ouais. Donc ça confirme bien commune, que... Pardon, quand je dis vie commune, hein, parce que, voilà. Alors on peut vivre dans un engagement véritable sans habiter ensemble, hein, c'est pas le souci. Mais moi je vois plus le fait que quelque part, elle n'a plus qu'un, mais elle a un autre homme dans sa vie, quoi. Oui. Il y a de la rivalité. Oui, certainement, mais bon après, voilà, c'est peut-être malgré lui. Hein, je juge pas. Non, mais vous avez. C'est pas évident d'élever ses enfants tout seul et autres. Non, mais vous êtes beaucoup dans la tolérance et l'acceptation. Bravo, hein, parce que c'est comme ça qu'il fallait réagir. Hein, mais vous avez la lucidité aussi alors. Ce qui est intéressant quand même, je trouve, dans ce que vous racontez et qui est nouveau par rapport à ce qu'on a eu comme témoignage, c'est que dans cette histoire, il n'y a pas eu de... Je dis pas le mot parce que Anne-Laure ne l'aime pas. Il n'y a pas eu une passion dévorante au départ, mais vous avez découvert une femme qui vous convient, qui vous plaît, intéressante, et ça s'est construit tout doucement. Et parfois, c'est pas plus mal, hein. Oui, c'est ce que je me suis dit après avoir vécu la première chose différemment. Je voulais plus repartir dans ce principe-là où heureux être aveugle et autres. Donc voilà quoi. Bon après oui, comme vous avez dit, j'ai essayé d'être tolérant sur des choses, mais à un moment donné ça ne passait pas. Donc comme j'ai dit, elle en a souffert, hein, parce que elle, à contrario, elle m'a dit qu'elle était énormément amoureuse et qu'elle était dans la passion. Oui. Donc, peut-être que cette distance que vous avez mise sans vous séparer, mais en n'habitant plus ensemble, donc en vous gardant du temps à deux pour les week-ends et quelques soirées, ça va lui permettre justement de non pas de moins vous aimer, mais de mieux vous aimer, parce qu'en étant moins dans la passion, elle va être plus dans quelque chose qui va lui offrir la possibilité d'un engagement. Oui, enfin, sauf que la distance va réenflammer la passion. C'est peut-être... Bon, c'est pas quand même non plus énorme, hein. On est à 10 km, hein, donc c'est pas...
Ça va, c'est supportable. Elle ne va pas se consumer de l'intérieur, tout ira bien. C'est ça. Mais voyez, quand vous dites que vous n'avez pas été si tolérant que ça, si, moi je trouve qu'au contraire, vous avez été très tolérant, parce qu'être tolérant, c'est aussi savoir lâcher prise et laisser un petit peu la place. Hein. Donc non, moi je vous donne, cette qualité-là, Frédéric. Vous êtes quelqu'un de tolérant. Merci, voilà. Avec l'âge. Bon, je suis assez d'accord, et d'ailleurs je trouve que c'est très intéressant votre témoignage, parce que aujourd'hui on est dans une société qui va vite, qui est urgente, qui est compétitive, qui voudrait que ça marche tout de suite ou jamais, et se dire ben voilà, on se rencontre, on sent qu'il y a la possibilité d'avoir une histoire commune, on essaye cette histoire, on constate qu'elle ne fonctionne pas, on sait pourquoi elle ne fonctionne pas, donc ça veut pas dire on détruit tout, ça veut dire on va se donner une chance de faire autrement, et je trouve ça chouette. Voilà. Ouais, c'est un joli témoignage. Merci beaucoup, Frédéric. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci, Frédéric. On continue avec Natacha qui nous rejoint. Bonjour, Natacha. Bonjour, Brigitte, et bonjour, Anne-Laure Buffet. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, votre témoignage aussi, il est très important parce que vous êtes ensemble depuis 20 ans. Oui. Et il y a eu une infidélité de sa part. Il a eu une relation avec une autre femme. Et vous avez réussi, a priori, d'après ce que vous avez réussi à dépasser ça. Oui. Racontez-nous. En fait, alors, au début de la rencontre, tout allait bien. Puis on a eu envie rapidement, au bout d'un an ou deux, de fonder une famille. Donc on a eu un enfant. Et moi, c'est vrai que à l'issue de cet accouchement qui a été quand même assez horrible et assez traumatique, maintenant que j'en parle, parce que sur le moment vous m'auriez demandé, je vous disais que non, tout allait bien. Mais maintenant, avec le recul, je me rends compte que j'avais plus aucun désir sexuel en fait. Oui. Et par exemple, s'il me touchait la poitrine, je l'aurais pas fait en fait. J'étais même dans un espèce de rejet. Ça a duré quand même 5 ou 6 ans, tout ça. Et puis il me disait quand même régulièrement, mais je peux pas te toucher. Moi je disais mais n'importe quoi, t'exagères. Enfin, j'étais dans le déni complet du truc. Et puis effectivement un jour j'ai reçu un mail d'une personne qui m'a dit qu'elle était l'amante de mon mari et que c'était pas. Ah, on vous a un peu perdu, Natacha. Oui. Oui, donc vous recevez c'est votre rivale en quelque sorte, qui se permet de vous prévenir. Je me pose toujours la question, comment elle a fait pour avoir votre téléphone? C'est toujours une question qui me. Je pense en fait par ma profession en fait. D'accord, ouais. Voilà, comme j'étais dans une association, je pense qu'elle a réussi à retoquer mon. Bon, bref. Donc, et du coup, ça montre bien sa perversité. C'est toujours ce qui est. Tout à fait. Mais je pense qu'elle voulait vraiment le récupérer. Vous le prendre. Ouais, je resterai avec elle. Ça devait pas lui plaire. Et donc dans ce mail, elle me balance en fait tout ce qui n'allait pas chez moi, que j'étais avec des culottes infâmes. Enfin, vraiment, j'en ai plein la tête. Ouais. Et donc j'imagine vous en parlez à votre compagnon. Allô. Je crois qu'on a peut-être. Non, je vous entends. Bon. Et donc qu'est-ce que vous faites? Vous en parlez, j'imagine, à votre mari. Oui. Donc là, il a nié. Et puis au final, il a avoué. Et en fait, en même temps, moi, je me suis remise en question par rapport à ça, en fait, et je me suis dit, mais en fait, c'est pas un problème cette infidélité, c'est la solution que lui il a trouvée, parce que moi, effectivement, je suis plus sexuelle, en fait. Voilà. Et là, là, formidable, parce que vous êtes d'abord, vous avez pris votre part, si je puis dire. Ouais. Oui, c'est 50% du truc, oui. Eh ben, bravo, parce que c'est rare. Ouais, félicitations. Et là, je me suis dit, est-ce que je laisse ma place de la sexualité à quelqu'un d'autre? Ça aurait pu. Et en fait, je me suis dit, non, en fait, la place, j'ai envie de la reprendre, et je vais pas laisser ma place je vais pas perdre mon mari pour une histoire de sexualité, quoi. Et du coup, ça m'a remis un espèce de désir. Je suis allée racheter de la lingerie. Je me suis dit, la place, je la laisse pas et je vais la reconquérir, en fait. Et du coup, on a pu parler de tout ça. Je lui ai dit, vraiment, je suis désolée, je me rends compte maintenant que tu me disais que je
j'entendais pas. Et en fait, je me suis dit, si j'avais été voir quelqu'un peut-être à ce moment-là pour régler ce problème d'accouchement qui avait été, vraiment les seins c'était associé à quelque chose de douloureux et plus quelque chose de sexuel, je me dis, en même temps, il fallait peut-être en passer par là pour arriver à comprendre ça. Et du coup, on a pu reparler de nos désirs, de notre sexualité, de vers quoi on avait envie d'aller. Et au final, on a eu envie d'évoluer en même temps et ensemble. Et du coup, on s'est mis au libertinage et on pratique ça avec vraiment beaucoup de bonheur et de plaisir depuis. Et je me rends compte que oui, parler de la sexualité dans un couple, c'est pas évident, mais en même temps, c'est quelque chose de fondamental parce que sinon, on se perd, quoi, en fait. Eh oui. Et oui, et on se perd et on prend le risque que l'autre se satisfasse ailleurs. Votre témoignage. Ouais. Mais moi, je sais pas, Anne-Laure, mais ce qui est formidable, c'est la capacité qu'a eu Natacha tout de suite d'accepter de prendre sa part, et donc et puis peut-être aussi qu'il y a toujours beaucoup d'amour entre vous. Oui, je pense aussi, oui. Oui, et de compréhension et on arrive à communiquer de façon efficace. Et du coup, ça a été Mais j'étais très contente d'arriver à survivre à ça parce que les autres relations que j'avais avant, je me serais dit bon, allez, c'est bon, laisse tomber. Il t'a trahi. Et en fait, j'ai réussi à passer au-dessus de ça. Et je trouve que c'est chouette parce que du coup maintenant, on n'en parle jamais. Et on sait que ça a été là, mais je le remets pas le tout sur le tapis, quoi. Ça montre bien que c'est dépassé puisque vous n'avez plus besoin d'en parler. Anne-Laure Buffet, qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter, parce que c'est un témoignage qui est très fort là. Je crois que beaucoup des auditeurs et des auditrices devraient l'écouter vraiment avec beaucoup d'attention, ce témoignage, parce que bien évidemment, l'adultère, c'est une trahison, c'est un drame dans une vie, d'accord, mais il y a, je vais pas dire une raison, il y a une origine à l'adultère, et indéniablement, il y a quand même très souvent le fait que le désir ne soit plus partagé, ou qu'il ne soit plus communiqué, qu'il ne soit plus dit, et que ces silences-là créent des incompréhensions violentes dans le couple. Et celui qui va être, celui ou celle qui sera mis en difficulté dans le couple va avoir besoin que son désir soit entendu, donc il va aller trouver cette écoute à l'extérieur du couple. Et vous, Natacha, comme l'a dit Brigitte, et ce que vous nous avez très bien raconté, c'est de vous dire, bon, d'accord, je me prends une belle claque, et parce que les mots utilisés dans le mail que vous avez reçu étaient brutaux, mais si je me suis pris cette claque, il faut que j'en comprenne l'origine. Et pas simplement que je projette la faute ou la responsabilité, la culpabilité sur mon mari et sur sa maîtresse. Et je crois que le déni que j'avais, il est tombé à ce moment-là, en fait. Ouais, mais après, dans votre histoire, vous avez voulu faire renaître, donc être dans le renouveau de votre couple. Vous avez voulu faire renaître quelque chose. Vous auriez pu prendre un autre chemin en disant, bah oui, j'ai plus de désir, et finalement, puisque mon désir s'arrête là, on va se séparer, mais sans qu'il y ait de la colère, mais simplement faire le constat objectif. Vous avez fait le choix d'être dans de faire perdurer, de faire revivre votre couple, et c'est super. Mais c'est surtout se dire, voilà, puisque là je suis face à un écueil important quand même dans mon histoire de couple, qu'est-ce que j'en fais? Quelle est ma part active à mettre en œuvre dans cette histoire, et pas simplement attendre encore de l'autre parce que je suis en colère qu'il fasse quelque chose. Et c'est ça, quand on parle de confrontation, quand on parle de désillusion aussi, et quand on parle de renouveau, c'est se dire finalement, et Brigitte l'a dit au début de l'émission, on est deux dans un couple, on est deux acteurs dans un couple, donc on est deux à avoir une part qui est pas toujours agréable à accepter ou à réaliser, mais on est deux à avoir une part à jouer dans ce couple. Merci beaucoup Natacha de ce témoignage. Merci beaucoup. On va faire une petite pause. Merci. Et on va justement conclure avec Cathy qui nous rejoint. À tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Cet été, tu veux faire monter la température? Viens assouvir tous tes fantasmes sur Cam 4. Des shows en webcam très très chauds. Cam 4, tu cliques, tu mates, Inscris-toi sur cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est avec Anne-Laure Buffet que nous avons évoqué les 5 phases du couple, et on a bien vu avec le témoignage de Natacha que par moment, certaines phases étaient à nouveau dans la nécessité d'être retravaillées, reconsidérées. Et Cathy va conclure avec nous. Bonjour Cathy. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Anne-Laure. Bonjour Cathy. Donc vous êtes installés ensemble depuis 2 mois parce que vous venez de vous marier, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et on est ensemble depuis 5 ans. Merci, c'est gentil. 5 ans, donc vous avez été raisonnable, vous avez attendu d'être bien et d'être sûr pour vous marier. Oui, c'est-à-dire que peut-être que si vous avez été la seule à décider, ça se serait fait plus tôt. Comme beaucoup de couples, madame est souvent plus pressée que monsieur. Je ne sais pas si c'est bête ce que je dis, mais je pense qu'il y a un peu de ça. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Anne-Laure? Moi, je suis pas sûre que ce soit les femmes qui soient toujours les plus pressées à se marier. Non, je pense pas non plus. Je pense pas. Je pense même que parfois. Je vais vous dire, je pense même que parfois ce sont les hommes, en tout cas c'est pas les mêmes ressorts. Les femmes, elles ont le désir de se marier pour pouvoir d'une certaine manière affirmer leur amour et leur union aux autres. Et je crois que chez les hommes, c'est plus un besoin de posséder un territoire. D'accord, effectivement, c'est pas la même démarche. Non. Bon, en tout cas, vous êtes heureuse parce que c'était votre grand désir. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que j'ai quand même 44 ans et je pensais pas que ça m'arriverait après plein de déboires amoureux. Et puis, à force, on n'y croit plus trop. On se dit que de toute façon, à notre âge, ça n'arrivera plus. Ou alors on tombera sur quelqu'un mais qui ne voudra pas forcément se marier à cet âge-là. Et puis en fait, j'ai rencontré David donc il y a 5 ans. Et puis ça s'est très très bien passé. Bon, c'est vrai que comme on a tous les deux eu une vie avant avec des enfants, je pense que lui, il était bien aussi tout seul dans sa maison et que il a fallu que peut-être à un certain moment, je lui fasse comprendre qu'il fallait avancer un petit peu. Et puis... Donc on pourrait dire que finalement vous avez réclamé la 5e phase, c'est-à-dire cet engagement véritable, parce que vous considériez qu'il était temps, parce que sinon ça aurait pu peut-être vous éloigner, vous diriez ça ou pas? Peut-être, il y a peut-être des moments où, je parle pas forcément du mariage en lui-même, mais il est possible qu'il y a des moments où j'ai eu l'impression qu'il n'était pas trop sûr. Alors encore une fois, je parle de mon impression parce que c'est toujours difficile d'être Bravo. Oui. Je pense qu'il y a des moments où j'ai eu l'impression, qu'il était bien dans sa petite routine tout seul et que vivre l'un chez l'autre, je trouve qu'à certains moments c'était lourd. Vous aviez besoin d'une preuve de son engagement véritable, en quelque sorte. Oui, je pense, oui, effectivement. Bon, c'est intéressant. Disculé. Non mais Anne-Laure, c'est intéressant parce qu'on termine sur la dernière phase qui peut à un moment donné en effet être indispensable pour l'un des deux et si l'autre, moi j'ai déjà entendu des témoignages où l'autre n'est vraiment pas prêt à s'engager et ça détruit tout doucement, enfin ça détruit. Disons que ça met un peu de poison dans la relation. Je crois que l'amour véritable, c'est quand justement on peut aller jusqu'à cette dernière phase d'engagement et qui est un peu l'apogée de l'histoire. Mais tant qu'on n'est pas prêt à s'engager véritablement, est-ce qu'on est capable de le dire ou pas, c'est encore un autre débat. Mais c'est que on n'est pas encore dans cette idée de ce qu'est une histoire de couple pleine et entière avec tout ce qu'elle fait supporter en agréable et en désagréable. Tant qu'on n'arrive pas à s'engager pleinement, on a un peu le pied sur le frein à pouvoir dire attends, là ça me convient plus, on fait une pause, j'arrête, je suis pas d'accord. Logiquement, au-delà de l'idée du mariage, logiquement, ce moment où on est pleinement dans l'engagement, il a un sens profond qui est
ma vie sans ta présence perd en essentiel. Et c'est là où... Alors ça ne veut pas dire, encore une fois, ni se soumettre, ni être en adoration, c'est simplement se dire, je me consacre à moi-même tout autant que je suis prêt à me consacrer à la personne que je dis aimer. Et alors, Cathy, vous avez le sentiment qu'il a un petit peu cédé, ou qu'au fond, non, il a eu envie de vous épouser parce qu'avec le temps, il s'est rendu compte à quel point il était attaché à vous et à quel point il était prêt à aller plus loin? Qu'est-ce que vous diriez? Oui, je pense que oui. Peut-être qu'il était un peu long à la détente et qu'il aurait mis un peu plus de temps si j'avais pas un petit peu insisté. Mais d'après ce que je comprends, il en avait envie aussi. C'est-à-dire que il y a un moment où peut-être que j'avais besoin de me sentir, de sentir où était ma place, d'être un peu plus en sécurité. Bon, ça, après, encore une fois, c'est mon besoin à moi, et peut-être qu'il n'avait pas besoin de ça pour savoir qu'on était bien ensemble. Hein. Mais il a reconnu. Mon avait besoin de se dire, voilà, maintenant j'ai ma place, c'est avec lui, officiellement, à la mairie. Et aussi, c'est mignon parce que je ne suis pas croyante, mais on s'est mariés à l'église parce qu'il le voulait et que on a pu le faire parce que lui est baptisé, mais pas moi. Et le fait, c'est que ça a pris aussi une dimension un peu spirituelle de me dire que voilà, on est mariés à l'église, et ça a pris un sens encore plus beau, je trouve. C'est chouette. Moi, j'adore ce que vous venez de dire pour conclure cette émission. Finalement, on termine par une note spirituelle. Et je le rappelle, hein, pour moi, l'amour et la spiritualité sont les deux piliers essentiels qui nous permettent d'être bien dans notre vie. Donc, je suis ravie de terminer sur cette note. Merci beaucoup, Cathy. Merci beaucoup, Anne-Laure Buffet. Vous pouvez lire Anne-Laure Buffet. Elle a écrit beaucoup de livres et ils sont toujours passionnants. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delevanne. Demain, on sera avec Laurent Carilla. On va revenir sur les addictions de plus en plus importantes et notamment sur l'addiction sexuelle, évidemment. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.